La Maison-Blanche a confirmé que les nouveaux droits de douane de Donald Trump entreront en vigueur immédiatement après leur annonce mercredi soir. Selon le président américain, ces nouvelles taxes à l'importation visent à stimuler l'industrie américaine et à mettre fin à ce qu'il considère comme des pratiques commerciales déloyales des autres pays. Alors que l'Europe attend des éclaircissements sur ses droits de douane, le Premier ministre britannique Keir Starmer a vivement critiqué la guerre commerciale initiée par Donald Trump. Mr. Speaker, we've been preparing for all eventualities ahead of the confirmation of US tariffs later today. Let me be clear with the House. A trade war is in nobody's interest. And the country deserves, and we will take, a calm, pragmatic approach. Selon la plupart des économistes, l'approche agressive de Donald Trump risque de plonger l'économie américaine dans une récession et de mettre à mal les alliances historiques des États-Unis avec ses principaux partenaires commerciaux. Récemment, Donald Trump a également annoncé des taxes de 25% sur les importations d'automobiles, ainsi que des prélèvements sur les produits chinois, canadiens et mexicains, tout en augmentant les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. La route vers la présidentielle pourrait être encore ouverte pour Marine Le Pen. La Cour d'appel de Paris a indiqué mardi qu'un deuxième procès pourrait se tenir au plus tard début 2026, avec une décision rendue à l'été. De quoi entretenir une lueur d'espoir pour la députée du Rassemblement national. Donc quels sont les scénarios qui pourraient permettre à Marine Le Pen de se présenter en 2027 ? Il n'y a qu'un seul scénario, c'est celui où elle est innocentée ou celui où sa peine est suffisamment réduite pour que l'inéligibilité ne court pas jusque l'élection présidentielle en 2027. Il y a bien un troisième scénario, c'est celui de la grâce présidentielle. Mais il faut rappeler que le président de la République ne peut gracier que pour une condamnation qui est définitive. Définitive. On ne peut donc exercer ce droit de grâce que si Marine Le Pen a terminé d'épuiser les voies de recours. Dans l'attente du deuxième procès et malgré sa condamnation pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen conserve son siège de députée à l'Assemblée nationale, mais en cas de dissolution, elle ne pourra pas se représenter. Mais cette décision de justice n'est pas sans conséquences pour son parti. Ça déstabilise, ça fragilise le leadership, l'organisation, la ligne idéologique. Il y a beaucoup de choses qui sont déstabilisées. D'abord, c'est cela. Maintenant, il peut y avoir résilience, évidemment, et puis il peut y avoir peut-être cette seconde solution que serait Bardella. L'état de droit, là, c'est la négation de l'état de droit. Un plan B comme pour Jordan Bardella, le président du parti Rassemblement national et poulain de Marine Le Pen, qui pourrait la remplacer comme candidat à l'élection de 2027. Mais à 29 ans, il pourrait être vu comme peu expérimenté, n'ayant siégé qu'au Parlement européen. En attendant que la justice se prononce à nouveau, le Rassemblement national a déjà lancé sa contre-attaque. Le parti revendique 10 000 nouveaux adhérents et 300 000 signataires de sa pétition de soutien depuis la condamnation de Marine Le Pen. Israël annonce que son armée va étendre ses opérations pour s'emparer de vastes zones dans la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré que l'offensive viserait, selon ses termes, à écraser et nettoyer la région des combattants islamistes et à ajouter des pans importants du territoire aux zones de sécurité de l'État d'Israël. Sans préciser quelle partie de Gaza serait visée par cette nouvelle offensive, Israel Katz a appelé à une évacuation massive des Palestiniens des zones de combat. Israël maintient depuis longtemps une zone tampon à l'intérieur de Gaza, le long de sa barrière de sécurité. Cette zone s'est considérablement élargie depuis le début de la guerre contre le Hamas en 2023. Israël maintient que cette zone tampon est nécessaire à la sécurité de la région, tandis que les Palestiniens dénoncent une occupation illégale de leurs terres. L'annonce d'Israel Katz intervient après que des frappes israéliennes ont tué au moins 30 personnes dans la nuit de mardi à mercredi dans la bande de Gaza. Enfin, l'autorité palestinienne condamne ce qu'elle qualifie de massacre dans une clinique de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, où au moins 19 personnes ont été tuées par un bombardement mercredi. La Russie a lancé 74 drones sur l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, tuant une personne, en blessant 8 autres et causant d'importants dégâts matériels. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 41 des drones, tandis que 20 leurs ont disparu des radars.
Les régions de Donetsk et d'Odessa ont également été visées. Les autorités régionales indiquent que 8 personnes, dont 3 enfants, ont été blessées à la suite de 15 frappes de drones russes sur la ville de Kharkiv dans l'est du pays. Les frappes ont également endommagé des immeubles et des bâtiments industriels. Par ailleurs, le gouverneur de la région de Zaporijjia déclare que la Russie a effectué 459 frappes sur 9 localités de l'oblast, tuant une personne et en blessant au moins 2 autres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé des frappes délibérées et appelle ses alliés à accentuer leur pression sur la Russie. Dans le même temps, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de violation du cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, après des frappes qui ont privé d'électricité des milliers de personnes dans la région russe de Koursk et dans les oblasts ukrainiens de Soumy et de Kherson. Depuis le début de la guerre en Ukraine, de plus en plus d'Espagnols se préparent à un conflit armé sur leur propre territoire. La construction de bunkers y a explosé, augmentant de 200%, une tendance sécuritaire également observée dans toute l'Europe. Derrière ces murs épais et ces portes blindées a été conçu un espace pour vivre presque normalement en temps de guerre. Es como, para que nos hagamos la idea, es un apartamento, pero con mucho nivel de seguridad. Se puede llegar a vivir meses dentro de un búnker si tienes, por ejemplo, este búnker en el que estamos tiene 1000 litros de agua potable, varios sistemas de respaldo de electricidad. Les Espagnols sont également nombreux à suivre des cours de survie. Chaque année, près de 2000 d'entre eux s'inscrivent à des formations pour savoir comment agir en cas de guerre. Le lieutenant-colonel Manolo Camara parcourt l'Espagne pour enseigner des techniques permettant d'être autonome en milieu hostile. Tienes que saber hacer fuego, tienes que saber buscar agua, hacerte un refugio, moverte con el mapa, te van a faltar comida, te va a faltar agua, apoyo digamos sanitario, y tienes que resolverlo tú, ¿no? L'UE a exhorté les citoyens à se munir d'un sac à dos de survie, mais pour le lieutenant-colonel, constituer ce kit ne suffit pas, il faut aussi un véritable plan de crise. Lo importante de la mochila es lo que no pesa y no ocupa lugar, que es los conocimientos, ¿no? Tenemos que tener un plan familiar para saber cada miembro de la familia qué tiene que hacer. Un pequeño almacén con agua, comida, linternas, las clásicas radio a pilas, manta térmica. Faute de pouvoir s'offrir un bunker de l'ordre de 150 000 €, certains Espagnols créent de petits espaces sécurisés chez eux où ils stockent eau et denrées non périssables. Vivimos en un mundo donde la geopolítica de China nos afecta al día siguiente y de Rusia también lo mismo y Marruecos por otro lado. Es decir, la gente cada vez está tomando más conciencia de los problemas a nivel internacional que nos afectan. Entonces siempre es bueno tener varios días de alimentación, ser autosuficiente en casa. El incremento en el número de búnkers construidos es un hecho en toda la Unión Europea y no solamente aquí en España. Otros países como Alemania o Francia lideran el ranking. También los países bálticos o aquellos que están más cercanos a Rusia. En Barcelona, Roberto Macedonio, Euronews. Abattre une cinquantaine d'arbres pour construire un parking, c'est un projet à Lisbonne qui a bien du mal à passer. Les 47 arbres sont pour la plupart des jacarandas dont la floraison bleue illumine au printemps l'Avenida 5 de Autoburro. Des milliers de Lisboètes manifestent depuis une semaine. Le conseil municipal a commencé par annoncer l'intervention en apposant des affichettes sur les arbres menacés. La mobilisation s'est immédiatement déclenchée. Le projet prévoit la construction d'un parking souterrain et implique l'abattage de 47 des 75 arbres de l'avenue. Sur ces 47 arbres, 25 doivent être abattus et 22 transplantés. Les promoteurs prévoient de replanter de nouveaux arbres et qu'à terme, en 2027, les arbres de l'avenue ne seront plus 75, mais 118. Des Lisboètes ont lancé une pétition qui compte désormais plus de 53 000 signatures. Face à la mobilisation, la mairie a organisé 2 séances d'information publique. Les travaux ont malgré tout commencé jeudi dernier avant d'être brièvement interrompus par 2 lisbonines mécontentes. Quando antecipam o início de trabalhos ilegalmente, quando estão previstas reuniões em que depois antecipam-se e começam com as gruas para tentar tirar as árvores, uma pessoa entra em pânico, pensa, o que é isto? O que é que está a acontecer? Vamos lá.
Eu estou perto, acho que tenho a responsabilidade de lá ir. Quem está longe só pode apelar para que alguém se mobilize. Les opposants au projet dénoncent l'absence de dialogue de la mairie et exigent de préserver les jacarandas. A Câmara de Lisboa, entretanto, já suspendeu a intervenção, podendo estar em causa uma providência cautelar que o partido ambientalista PAN interpôs para impedir o abate das árvores. A autarquia também adiou a sessão pública de esclarecimento, que deveria ter acontecido na sexta-feira passada, para esta quarta-feira à tarde, e também começou a plantar, a poucos metros daqui, 15 novos jacarandás. Joana Mourão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. Une pneumonie est la cause du décès de Val Kilmer. L'acteur est décédé à l'âge de 65 ans après avoir travaillé avec quelques-uns des plus grands noms du cinéma. Dans une interview accordée en 2012 à Hollywood Reporter, Val Kilmer résumait son parcours sur un ton aigre-doux. « Mon plan de carrière, disait-il, était d'avoir de la chance et c'est ce qui s'est passé, c'était génial. » Val Kilmer avouait ensuite que son deuxième plan de carrière avait été d'être à nouveau chanceux et que là, ça n'avait pas marché. En 1996, l'échec du film de John Frankenheimer, L'île du docteur Moreau, où Val Kilmer joue avec Marlon Brando, assombrit sa renommée dans le monde du cinéma. De toute sa filmographie, son rôle du méchant dans Top Gun et son interprétation de Jim Morrison dans le film d'Oliver Stone sortent du lot. Oliver Stone disait de Val Kilmer qu'il y avait chez lui quelque chose de différent, quelque chose qui attire le regard.